C'est André Gide qui disait que tout choix implique un rejet, le rejet de ce que l'on ne choisit pas. Et il a parfaitement raison, parce que j'avais fait un constat que dans le dispositif de prise en charge des victimes de violences, la dimension psychologique était très souvent reléguée au second plan, eu égard à son importance dans la réhabilitation mentale, psychique pour ne pas dire psychologique de la victime. Donc voilà ce qui a motivé mon choix de métier. Et aujourd'hui, je travaille dans une agence de coopération bilatérale en tant qu'expert en charge de la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre. Pour exercer notre métier, il faut quand même développer un certain nombre de compétences. Je pense que l'une des premières compétences à développer est plutôt d'ordre social. Cela pourrait effectivement surprendre les uns et les autres. Mais il faut d'abord avoir une très bonne assise sociale, bien connaître son environnement social avant de pouvoir apporter effectivement des solutions idoines aux problèmes dont sont confrontés les consultants, pour ne pas dire les patients. Et la sociabilité et l'ouverture d'esprit sont importants dans le métier que nous exerçons. Il faut être accessible. Tu ne peux pas être un psychologue ou bien un sociologue en ayant un esprit fermé ou en se repliant sur soi-même. Donc c'est important d'être sociable, d'être accessible. Il faut également être quelqu'un d'empathique. Le fait qu'au Sénégal, les gens aient l'habitude de considérer la thérapie comme une affaire de toubab, ou bien que toubab rek moo war a dem seeti psychologue, en réalité, ce n'est pas une assertion fausse. Et pour comprendre cela, il faut interroger, questionner le modèle de société que nous avons. Nous avons un modèle de société à solidarité mécanique. Et qui dit modèle de société à solidarité mécanique dit une forte cohésion sociale. Donc, pendant longtemps, c'est cette cohésion sociale qui faisait que très souvent, les Sénégalais considéraient, quand ils sont confrontés à une quelconque difficulté, qu'il n'est pas nécessaire de faire recours aux compétences d'un psychologue. Il suffisait tout simplement de s'entretenir avec la tante paternelle, il suffisait tout simplement de s'entretenir avec l'oncle maternel, il suffisait tout simplement de s'entretenir avec la grand-mère ou bien le grand-père pour effectivement trouver des solutions. Parce qu'à l'époque, on avait des familles qui jouaient pleinement leur rôle. Et le contrôle social était permanent. Il y avait un contrôle social qui faisait que les anciens, les parents, les voisins en particulier, dès qu'ils détectent des signes ou bien des signaux qui ne correspondent pas avec la norme sociale, aussitôt alertés, ils essayent effectivement de proposer des pistes de solutions. Par ailleurs, parler du cas Falla Paye, le médecin chirurgien dentiste qui s'est donné la mort en tuant d'abord ses 3 enfants, peut être en ce moment-là un pari risqué. Parce que nous n'avons pas encore tous les éléments d'enquête pour pouvoir faire une appréciation plausible de son acte. Mais toujours est-il que nous pouvons déjà nous fier sur les quelques éléments que nous avons. D'abord, la lettre qu'il a publiée à titre posthume, et dans laquelle il essaie de relater, en tout cas de justifier son acte. Et
ce qui saute à l'œil déjà, je pense, c'est dans les premières phrases. Il explique lui-même que le mariage n'avait pas un soubassement solide et n'était pas fondé sur l'amour. Parce qu'il a expliqué lui-même, à plusieurs reprises, il a demandé à la fille sa main et elle l'a toujours rejetée. Parce qu'elle avait donné sa parole à un autre. Et c'est à la suite de la, entre guillemets, trahison de ce dernier que la fille est revenue à la charge pour lui demander si sa promesse tenait toujours. Et il a répondu par l'affirmatif. Pour dire aussi que l'amour n'était pas au rendez-vous dans ce mariage-là. Et lui-même, il l'a expliqué plus loin dans la lettre. À chaque fois que je lui demandais, à chaque fois que je lui disais « je t'aime », pourquoi tu ne réponds pas? Et avant même le mariage, il lui avait posé une question. Est-ce que tu m'aimes? Et la réponse était glaçante. Jigéen du bëgg dafay miin. Donc cela veut dire que c'est la base qui est faussée. C'est la base qui est pourrie. Et on pouvait s'attendre quand même qu'au sommet, qu'il y ait effectivement des difficultés. C'est le professeur Fatou Sarr qui a l'habitude de le dire. Quand la base vraiment ne tient pas, n'attendons pas d'avoir un résultat formidable au sommet. Et c'est effectivement ce qui est arrivé dans ce cas d'espèce. L'autre, il y a de nombreux changements quand même qui sont intervenus dans notre société et qui très souvent nous échappent. Parce qu'un changement social, quand il intervient, très souvent on ne s'en rend même pas compte, puisque c'est un processus qui peut durer pendant des années avant de faire son aboutissement. Mais les changements les plus apparents et qu'on peut citer, c'est effectivement ce dont je parlais tout à l'heure avec l'effondrement des superstructures sociales qui ont toujours été garantes de l'équilibre social donc dans nos sociétés. Et aujourd'hui, en fait, toutes ces superstructures s'effondrent une à une et ne sont plus des baromètres pouvant permettre d'évaluer ou en tout cas de comprendre le comportement des uns et des autres. Aujourd'hui, la famille ne joue plus le rôle qu'elle jouait avant. Et quand la famille a un problème, cela a aussitôt des répercussions sur la société. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un modèle de société à solidarité mécanique. Et dans ces modèles de société à solidarité mécanique, très souvent, on préfère d'abord consulter le marabout, on préfère d'abord consulter le charlatan, on préfère d'abord consulter le tradipraticien, on préfère d'abord consulter le guide religieux et le psychologue vient toujours en dernier lieu. Parce que nous n'avons pas cette culture. Nous n'avons pas cette culture, je l'ai dit tout à l'heure. À chaque fois que des problèmes donc étaient notés au sein de la famille ou au sein de la société, souvent nous avions des mécanismes endogènes pour effectivement essayer de trouver, pour ne pas dire d'apporter des solutions à ces problèmes. Et c'est ce qui perdure jusqu'à présent, alors que nos modes de vie, nos modes de pensée ont véritablement changé et que nous devons effectivement nous adapter par rapport à cette nouvelle donne. Mais cette adaptation ne peut pas être automatique, mais je pense que de plus en plus, il y a des Sénégalais qui, quand même, lorsqu'ils sont confrontés à une situation quelconque, à des difficultés, des problèmes, ont tendance quand même à faire recours à des compétences d'un psychologue. Je pense qu'il faut continuer la communication, la sensibilisation pour dire que nous pouvons tous être confrontés à des situations difficiles. Oui, la pauvreté peut être un frein quand même si nous faisons recours à des cabinets de psychologues.
par exemple, en particulier de psychologues cliniciens. Parce qu'au Sénégal, nous n'avons pas des établissements où on forme des psychologues cliniciens. La plupart des cliniciens sénégalais donc, sont formés à l'étranger. Mais nous avons quand même une école, l'école normale supérieure d'enseignement technique et professionnel, où on forme des psychologues conseillers en orientation scolaire et professionnelle, ce qu'on appelle des psychologues de l'éducation, qui ont quand même une très bonne base de formation en psychologie clinique et qui, pour le moment, tentent autant que faire se peut de s'en sortir. Et ces psychologues conseillers, c'est des agents de l'État. C'est des agents de l'État, c'est des fonctionnaires de l'État. Et dans chacune des régions du Sénégal, nous avons ce qu'on appelle un centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle. Et au niveau de ces centres académiques de l'orientation scolaire et professionnelle, donc vous y trouverez effectivement des psychologues conseillers en orientation scolaire et professionnelle qui ont toujours un bureau appui psychosocial. Et ce bureau appui psychosocial donc, est souvent dirigé par quelqu'un qui a une spécialisation en matière de prise en charge psychologique et qui peut effectivement aider à travers des outils reconnus, mais à travers également une expertise en matière de psychologie clinique, puisque aujourd'hui, comme on le dit, hein, la formation, c'est tout au long de la vie. Nous n'avons pas besoin effectivement de sortir d'une école de psychologie pour pouvoir faire l'accompagnement et la prise en charge psychologique d'une victime ou bien d'un consultant. Je pense qu'aujourd'hui, il y a la formation à distance et les gens essaient effectivement quotidiennement de réactualiser leurs connaissances, de se mettre à jour pour effectivement pouvoir faire le travail qui leur est confié. Tout à fait. Quand on parle de santé mentale, généralement, au Sénégal, on pense souvent au psychiatre, puisque le psychiatre, c'est un médecin, c'est quelqu'un qui est formé au niveau de la faculté de médecine, alors que le psychologue, il est formé en counseling et en relation d'aide. Donc, il y a un problème par rapport à la santé mentale, mais aujourd'hui, quand même, des efforts sont en train d'être déployés pour effectivement essayer de juguler ces carences, ces manquements. Et il y a au niveau de l'hôpital Fann, le centre dirigé par le professeur Idriss Abba, avec un de nos collègues du nom de Boubacar Diakhaté, qui travaille par rapport à la santé mentale, à la prise en charge effectivement de cette problématique-là, qui nous interpelle quotidiennement. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, au Sénégal, lorsqu'on parle de santé mentale, on pense aussitôt à la folie. Alors que la santé mentale, ce n'est pas simplement une question de folie, ce n'est pas simplement une question de perte de raison. C'est également la personne qui, à un certain moment, a fait un burn-out, la personne qui, à un certain moment, est confrontée à des situations extrêmement difficiles et qui n'est pas consciente qu'elle est dotée de suffisamment de compétences intrinsèques pour pouvoir arriver effectivement à lutter, à combattre ces goulets qui l'empêchent effectivement de s'épanouir. C'est un problème réel qui existe en Afrique, mais je pense que de plus en plus, avec l'ouverture de facultés et de plus en plus de spécialisations en psychologie clinique, je pense que le problème pourrait être résolu d'ici quelques années.